un âne et un chat. Le moulin faisait tourner sa roue au bord d'une rivière claire et, chaque jour, le bruit régulier des meules berçait le travail du vieil homme et de ses fils. Le meunier vivait simplement, mais il n'était pas malheureux. Il travaillait dur, gagnait honnêtement sa vie et rêvait que ses trois garçons puissent un jour faire mieux que lui. Les années passèrent et, quand la vieillesse eut courbé son dos et affaibli ses bras, le meunier tomba malade. Sentant sa fin venir, il réunit ses fils pour leur partager ce qu'il possédait. Au plus âgé, il légua le moulin, symbole de son labeur. Au second, il laissa l'âne qui portait les sacs de blé et de farine afin de l'aider dans sa tâche. Et au plus jeune, il donna le chat. Ce dernier, silencieux, baissa les yeux. Il aimait son père et ne se souciait guère des richesses, mais il sentit malgré tout son cœur se serrer. Le moulin et l'âne pouvaient servir à vivre, mais que pouvait bien faire un homme avec un chat? Quand le père mourut, le plus jeune fils quitta la maison familiale, un maigre baluchon sur l'épaule et le chat sous le bras. Il marcha longtemps, cherchant un endroit où s'installer. Il finit par trouver une vieille cabane au bord d'un champ abandonné où il décida d'y rester. Là, il partageait son pain sec avec le chat, parlant parfois tout seul à voix haute. « Me voilà bien pauvre », se disait-il souvent. « Mes frères ont de quoi travailler et moi, je n'ai qu'un chat à nourrir. Quand j'aurai fini ma dernière miche, il ne me restera qu'à mourir de faim. » Le chat l'écoutait, ses yeux brillants posés sur lui. C'était un chat étrange. Sa fourrure grise était soyeuse, ses moustaches fines semblaient toujours frémir d'une idée nouvelle. Et son regard avait quelque chose d'humain. Il observait tout avec une vivacité d'esprit rare et, dans ses yeux, on aurait cru voir se former des plans et des pensées. Une nuit, tandis que le jeune homme dormait, le chat se leva doucement et sortit de la cabane. Il erra longtemps sous la lune, observant les champs, les sentiers et les routes. Le lendemain matin, il disparut à nouveau. Quand il revint, le jeune homme n'en crut pas ses yeux. Son compagnon portait aux pattes de véritables bottes montantes et bien ajustées, ainsi qu'un petit sac en bandoulière. Ainsi vêtu, le chat paraissait presque un gentilhomme miniature, prêt à partir en voyage. Sa démarche devint fière, ses mouvements précis. On aurait dit qu'il n'était plus un simple animal, mais un être à part entière doté d'une raison et d'un but. À partir de ce jour, on le surnomma le chat botté. Le chat botté se mit alors à s'aventurer dans les bois et les champs. Il observait les terriers, les habitudes des lapins et des perdrix, puis les attrapait avec une habileté surprenante. Il plaçait le gibier dans son sac, le portait fièrement jusqu'à la cour du roi et se présentait devant les gardes avec un sérieux désarmant. Les soldats, amusés mais également intrigués, le laissaient passer. Il montait alors les marches du palais et se plaçait devant le trône, posant le gibier à terre avec élégance. On rapportait ses paroles au roi. Il disait offrir ses présents de la part de son maître, le marquis de Carabas. Le roi, flatté, acceptait toujours ses dons, se demandant quel noble personnage pouvait ainsi lui envoyer, sans jamais paraître, tant de délicates attentions. Le chat botté
revint plusieurs fois au château, rapportant des lièvres, des faisans et des perdreaux. Chaque fois, il répéta la même phrase avec la même courtoisie, entretenant peu à peu l'idée que ce mystérieux marquis était un homme généreux et discret. Pendant ce temps, le jeune fils du meunier, ignorant tout de ses ruses, vivait toujours pauvrement dans sa cabane. Il pensait souvent à son chat avec tendresse, sans imaginer que celui-ci tissait dans l'ombre la toile d'un destin nouveau pour lui. Il entendait parfois au village des rumeurs parlant d'un marquis dont les terres s'étendaient au-delà des collines et qui semblait en grand honneur auprès du roi. Il n'y prêtait pas attention, croyant qu'il s'agissait d'un autre. Mais un matin, tout changea. Le Chaboté apprit que le roi et sa fille, la princesse, la plus belle du royaume, devaient voyager en carrosse le long de la rivière. Il vit là une occasion unique. Sans perdre de temps, il courut retrouver son maître et lui dit, d'un ton ferme mais bienveillant, de se rendre à la rivière voisine pour s'y baigner et s'y laver. Le jeune homme, surpris mais habitué à obéir à ce chat plein de mystères, fit ce qu'il lui demandait. Pendant ce temps, le Chaboté observa la route royale. Il se posta au bon endroit, prêt à jouer son rôle. Quand il vit le carrosse approcher, entouré de gardes et d'étendards, il se mit à courir, agitant les bras et criant à l'aide, simulant la panique. Il cria que son maître, le marquis de Carabas, venait d'être attaqué par des voleurs qui lui avaient pris ses vêtements et ses biens. Le roi, entendant ce nom qu'il connaissait si bien, ordonna aussitôt d'arrêter le carrosse. Il fit apporter des habits de velours et des bottes neuves et envoya des serviteurs chercher ce pauvre noble que l'on disait dépouillé. Le jeune homme, étonné de tant d'attention, fut conduit au roi. Il fut vêtu richement et sa prestance naturelle fit grande impression. La princesse, à ses côtés, le regarda avec curiosité et rougit légèrement. Quant au roi, il fut ravi de rencontrer enfin ce marquis dont on lui parlait depuis si longtemps. Et pendant que le carrosse royal poursuivait sa route à travers la campagne, le Chaboté courait en avant, léger, rapide, le sac battant contre son flanc et la poussière soulevant ses bottes. Il connaissait le chemin du roi, il avait tout préparé. À chaque champ qu'il traversait, il s'arrêtait, s'approchait des paysans qui travaillaient la terre, des moissonneurs penchés sur les blés, des bergers surveillant leurs troupeaux. Avec assurance, il leur disait d'une voix claire, « Belles gens, le roi passera bientôt par ici. S'il vous demande à qui appartiennent ces terres, ces champs ou bien ces troupeaux, répondez-lui que tout ceci appartient à mon noble maître, le marquis de Carabas. » Les paysans, d'abord stupéfaits qu'un chat leur adresse la parole, restaient bouche bée, mais le regard du Chaboté, vif et déterminé, ne laissait place à aucun doute. Il sentait, sans savoir pourquoi, qu'il valait mieux obéir. Certains, amusés, pensaient que le roi rirait de cette histoire. D'autres, intrigués, chuchotaient qu'il devait y avoir de la magie dans tout cela. Quelques instants plus tard, le carrosse arriva. Le roi, confortablement installé à côté de sa fille, faisait admirer le paysage. Il s'arrêta en voyant les vastes champs dorés et demanda aux paysans à qui appartenaient ces terres. Sans hésiter, tous répondirent d'une même voix à Monsieur le marquis de Carabas, sœur. Le roi hocha la tête, satisfait, et jeta un regard approbateur
grandeur au jeune homme assis en face de lui. Le prétendu marquis, rougissant, n'osa rien dire. Il ne comprenait pas ce qu'il se passait, mais son humilité et sa sincérité ne faisaient que renforcer l'estime du roi et l'intérêt de la princesse. Le Chaboté, quant à lui, continuait de courir. À chaque vallée, chaque colline, il répétait son stratagème. Dans les prés, les forêts, les villages traversés, partout les habitants entendaient parler du marquis de Carabas. Ce seigneur dont le nom sonnait maintenant comme une légende. Au bout de quelque temps, la route conduisit le Chaboté devant un immense château. C'était une demeure si vaste que les tours semblaient toucher les nuages. Les pierres sombres luisaient sous le soleil et les grandes portes de fer donnaient sur une cour où régnait un étrange silence et une impression de puissance. Ce château appartenait à un ogre, un être redouté dans tout le royaume. On disait qu'il était riche à l'excès, qu'il possédait des terres à perte de vue et des coffres remplis d'or. Mais on disait aussi qu'il dévorait les imprudents qui osaient s'aventurer jusqu'à sa porte. Le Chaboté, bien que conscient du danger, ne recula pas. Il savait que cette dernière étape était décisive. Il remonta ses bottes, redressa son sac et frappa hardiment à la porte. Un serviteur effrayé vint lui ouvrir et, tremblant, annonça sa visite à l'ogre. Celui-ci, d'abord intrigué qu'un simple chat ose venir le voir, ordonna qu'on le fasse entrer. Le Chaboté entra sans la moindre hésitation. Il s'inclina poliment et leva les yeux vers le géant assis sur son trône de pierre. L'ogre, immense, avait la peau grise et les yeux jaunes. Sa voix, grave et profonde, résonnait dans la salle comme un tonnerre lointain. « Que viens-tu faire ici, petit animal ?» demanda-t-il d'un ton méprisant. Le Chaboté, feignant la plus grande admiration, répondit avec une politesse exquise. « J'ai entendu tant de merveilles à votre sujet qu'il me fallait venir vérifier de mes propres yeux si tout cela était vrai. On m'a dit que nul au monde ne possédait autant de richesses que vous, ni autant de pouvoir. Certains affirment même que vous pouvez vous changer en n'importe quel animal. » L'ogre, flatté par tant de compliments, redressa fièrement la tête. « C'est la vérité, dit-il. Regarde donc. » Aussitôt dit, il se transforma en lion rugissant. Sa gueule béante montra des crocs effrayants et son rugissement fit trembler les vitraux. Le Chaboté, qui s'attendait à cette démonstration, bondit en arrière et feignit la terreur. Les poils hérissaient, les yeux écarquillés. L'ogre, satisfait de l'effet produit, éclata d'un rire énorme et redevint lui-même. Le Chaboté, reprenant lentement son calme, ajouta d'un ton faussement naïf. « Je dois bien admettre que c'est impressionnant, Seigneur, pourtant, j'ai entendu dire que certains doutent de votre puissance. Ils prétendent que, s'il est facile de devenir grand et redoutable, il est sans doute impossible de devenir petit et insignifiant, comme une souris par exemple. » L'ogre vexé se pencha vers lui. Ses yeux lancèrent des éclairs. « Impossible, dis-tu ? Regarde donc, petit présomptueux. » Et avant même que le Chaboté ne recule, l'ogre se transforma sous ses yeux en une minuscule souris.
Le silence tomba sur le château. Le chaboté s'essuya les moustaches, redressa ses bottes et contempla la grande salle, désormais vide de menaces. Les serviteurs, cachés derrière les colonnes, osèrent enfin sortir. Tremblants, ils s'approchèrent du chat et, comprenant que le monstre n'était plus, le remercièrent avec émotion. « Vous êtes libre, dit simplement le chaboté. Désormais, ce château appartient à mon maître, le marquis de Carabas. » Aussitôt, il fit préparer la salle d'honneur, fit ouvrir les grandes portes et ordonna que l'on dresse un festin digne d'un roi. Peu après, le carrosse royal apparut au détour du chemin. Le chaboté courut à sa rencontre et s'inclina profondément devant le roi, la princesse et son maître. « Bienvenue, votre majesté, dit-il avec assurance. Vous arrivez sur les terres de mon maître, le marquis de Carabas. Il serait honoré de vous recevoir dans son château. » Le roi, émerveillé, ne put qu'accepter. Le cortège entra lentement dans la grande cour. Les serviteurs alignés s'inclinèrent, les portes s'ouvrirent et le roi découvrit un château d'une magnificence rare. Les tables croulaient sous les plats, les vins les plus fins embaumaient la salle, les chandeliers jetaient 1000 reflets sur les murs. Le roi se tourna vers le jeune homme, admiratif. « Voilà un domaine digne du plus noble des seigneurs. Vous m'aviez caché vos richesses, marquis. » Le jeune homme, encore ébahi, ne sut que répondre. Il remercia timidement tandis que la princesse à ses côtés ne détachait plus son regard du sien. Le repas fut somptueux, le roi riait, la princesse souriait et tout le château semblait respirer la vie et le bonheur. Le chaboté, satisfait, veillait discrètement à ce que tout se déroule sans accroc. Il observait son maître, fier de l'avoir mené jusque-là. Dans les jours qui suivirent, le roi, impressionné par tant de sagesse et de distinction, proposa la main de sa fille au marquis de Carabas. Le mariage fut célébré avec éclat. Le peuple entier se réjouit de cette union entre la bonté et la ruse, entre la modestie et la noblesse. Le chaboté devint une figure respectée. On le voyait parfois marcher dans les couloirs du château, ses bottes bien cirées, son air sérieux, adouci par la satisfaction du devoir accompli. Il ne chassait guère plus, sinon pour le plaisir, et passait ses journées au soleil, rêvant sans doute à d'autres aventures. Grâce à son intelligence, à sa ruse et à sa fidélité, il avait transformé le destin d'un jeune homme pauvre en celui d'un seigneur comblé. Et longtemps, dans tout le royaume, on raconta cette histoire comme une leçon éternelle, que l'esprit et la bravoure valent mieux que la richesse, et qu'il suffit parfois d'un compagnon rusé, aimant et audacieux pour changer le cours d'une vie.